Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Jules Simon, alors sénateur, déclarait en 1892 que le cumul des mandats faisait qu'un citoyen d'une démocratie assume en lui plus de pouvoir qu'aucune aristocratie ne pourrait lui donner. Qu'est-ce que c'est que le cumul des mandats? Pour faire simple, c'est la monopolisation de la représentation politique par un groupe réduit d'individus, caractérisé par une multipositionnalité qui nuit à l'efficacité du travail local ou parlementaire et au contrôle démocratique. Depuis des décennies désormais, cette exception française a été décrite, disséquée et critiquée dans les littératures parlementaires comme scientifiques. Depuis des décennies, précisément depuis 1985 et depuis le lancement du mouvement de décentralisation, des lois ont été lancées pour tenter d'encadrer ce cumul à l'initiative majoritairement de gouvernements de gauche, sans que ces avancées n'aient été remises en cause. Par un sens du timing surprenant, tant le cumul du mandat est un symbole dans l'opinion publique, la proposition de loi que nous examinons ce soir vise à revenir sur ces avancées démocratiques. Bref, aujourd'hui, nous sommes en plein retour vers le futur. L'argument principal est classique, l'affaiblissement local des parlementaires qui en ferait des élus déconnectés. Pour feindre de rendre cette proposition acceptable, les auteurs la limitent aux communes de moins de 10 000 habitants et supprimer initialement l'indemnité élective, ce qui a été retiré du texte en commission. Alors, brièvement, 1. Les lois en vigueur ne prévoient pas de mandat unique, les parlementaires peuvent toujours cumuler. 2. Le seuil arbitraire de moins de 10 000 habitants se justifierait, je cite, par une charge de travail réaliste. Cette disposition concernerait donc 97% des communes françaises. Dans le dernier baromètre AMF-Cevipof de novembre 2019, les maires de communes de 1 000 à 3 500 habitants déclarent consacrer 35 heures hebdomadaires à leur mandat et ceux de 3 500 à 10 000 habitants, 45 heures. Ils apprécieront la valorisation qui est faite de leur travail, d'autant que, pour les premiers, ils sont généralement moins dotés en services. À cet argument de risque de déconnexion, qui pourrait concerner toutes les démocraties, mais bien entendu ne s'applique qu'à la nôtre, la sagesse populaire répondra « qui trop embrasse, mal étreint ». La majorité sénatoriale l'a fait d'ailleurs sienne en critiquant certains cumuls de mandats horizontaux encore en vigueur. Jean-Pierre Worms, alors député après avoir été un chercheur reconnu, déclarait en 1985, je cite, que le cumulant doit essuyer la double critique permanente de ne pas être assez présent sur le terrain et d'être trop absent du Parlement, et que le cumul représente une charge de travail qu'aucun élu, quelles que soient ses capacités personnelles et son sens de l'organisation, ne peut prétendre assurer et maîtriser totalement. Depuis, différents travaux de politistes et de sociologues comme Laurent Bach, Abel François, Martial Foucault, Julien Navarro, Raoul Magny-Berton s'accordent sur les effets délétères du cumul, soit sur la fonction législative, soit sur la fonction locale, soit sur les deux. Si l'expérience locale enrichit le travail parlementaire, pourquoi cela devrait-il se traduire par l'exercice simultané de plusieurs mandats? Sommes-nous réellement déconnectés, isolés dans nos circonscriptions? Non, je ne le crois pas. Si l'absence de cumul nuit, faudrait-il considérer que les travaux du Sénat sont de piètre qualité depuis 2017? Avons-nous été si mauvais législateurs depuis? Je ne le crois pas non plus. Je ne parle pas des cas où le gouvernement rend notre travail difficile. À l'inverse, si la fonction parlementaire est indispensable à l'avancement des dossiers locaux, comme certains le prétendent, faut-il, par souci d'égalité, donner un siège à tous les maires et responsables d'exécutifs de France? C'est bien entendu impossible. Faudrait-il alors entériner une égalité de fait entre les territoires et consacrer la supériorité des intérêts particuliers de certains au détriment de tous les autres? Je ne le crois pas non plus. Quelles sont les causes de cette singularité française dont nous parlons ce soir? S'il est naturalisé, le cumul des mandats n'est pas une normalité. Il est historiquement une des caractéristiques majeures du système politique français, exacerbé après 1958 par la faiblesse du Parlement sous la Ve République. En 2012, 75% des parlementaires exerçaient une fonction exécutive locale, c'est plus de 2 fois plus que sous la Troisième République. Comme le résume Jean-Éric Gicquel, les parlementaires
diminués par le régime présidentialiste établi depuis 1958, ont trouvé un formidable exutoire dans l'exercice du pouvoir local. Dit autrement, on peut d'autant plus cumuler que le Parlement est faible. Nous déplorons suffisamment cette situation pour ne pas avoir à légiférer pour l'entretenir. Le cumul des mandats est une adaptation du système politique français au système administratif, qui dénote surtout d'un rapport maladif à la centralisation. Michel Debré, en 1955, le décrit comme un des procédés de la centralisation française, alors que le rapport Guichard de 1976 le pointe comme l'agent de la centralisation. Bref, pour nous, cette proposition de loi va à rebours du titre qu'elle affiche. Elle consacre d'une part le rôle périphérique du Parlement et elle contribue à l'affaiblissement des collectivités en les considérant comme accessoires hors du recours à la centralité. C'est tout ce que nous combattons sur ces bancs. Le cumul est une sorte de maladie auto-immune. Nous nuisons nous-mêmes à notre propre santé démocratique. Alain Peyrefitte expliquait bien l'illusion d'un tel système. Il ne peut, disait-il, s'accomplir qu'en raison de la minceur de ses fonctions électives et il a pour effet surtout de la perpétuer. Apparemment, le cumul donne de la force à l'élu. En réalité, il affaiblit le pouvoir représentatif. Pourquoi alors souhaitons-nous le maintien des dispositions en vigueur? Tout simplement pour le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques et conforter, autant que faire se peut, la confiance des citoyens dans les élus. Les réponses ont été apportées depuis longtemps. Le rapport Guichard, le rapport Jospin, en passant par les rapports Debarge, Léotard, Worms, Roman, Vedel ou Balladur. De quoi a besoin la République? Et en fait, nous allons être d'accord. D'un Parlement qui exerce et peut exercer pleinement ses missions. De collectivités locales qui soient reconnues et respectées. D'une vie politique qui se renouvelle. Je fais volontiers mien le titre du rapport commis par nos collègues François-Noël Buffet et Georges Labazée en 2013. Valoriser le mandat par le non-cumul. C'est bien le Parlement qu'il faut renforcer et non pas le cumul, en dotant les parlementaires de davantage de moyens pour exercer des fonctions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. C'est un Parlement puissant qu'il nous faut, comme dans d'autres démocraties occidentales. C'est bien le gouvernement local qu'il faut reconnaître et valoriser, notamment en consacrant un vrai statut de l'élu. Plus on décentralise, plus les fonctions exercées requièrent de temps et de connaissances. Et bien entendu, les conditions matérielles d'exercice des mandats locaux se posent. À défaut, c'est la logique assurantielle du cumul qui est privilégiée au détriment de la démocratisation des fonctions électives. La décentralisation portait en effet la promesse de la démocratie locale et non pas de la construction de baronnies locales généralement masculines. Yves Mesny parle de la stratégie du baobab pour décrire le cumul, cet arbre dont la majesté interdit aux autres plantes de grandir dans son ombre. Il illustre ainsi la concentration du pouvoir, l'assèchement de la compétition électorale au détriment d'une démocratie pluraliste qui laisse vraiment une place aux femmes, aux jeunes, aux personnes issues des classes populaires et à la diversité. En 2014, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qualifiait la limitation du cumul comme un atout décisif pour la parité. Vous l'aurez compris, nous sommes formellement et strictement opposés à cette régression législative qui donnera, par ailleurs, du Sénat l'image d'une institution conservatrice et déconnectée que nous combattons.